on va parler de l'affaire Ben Abderrahmane, mais avant ça, cher maître Romain Ruiz, est-ce qu'on peut faire un peu l'historique du Qatar parce que c'est quand même un tout petit endroit qui a pris beaucoup d'importance. Comment a-t-il pris beaucoup d'importance la création, Alors, l'historique du Qatar, la genèse de ce pays, quoi, on va dire. Je ne suis pas historien, et non, donc bien je ne suis sûr, pas en capacité de vous faire la genèse du Qatar. Histoire que les gens comprennent où ça se situe. Disons que le Qatar en France, en tout cas, est apparu, je pense, dans nos vies, disons-le, avec le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que avant ça... il y a eu un avant, quand même. Il y a eu un avant, mais si vous voulez, dans ce qui peut être la conscience collective, on ne connaissait pas particulièrement le Qatar avant que QSI et puis des dirigeants qataris reprennent en réalité le Paris Saint-Germain. Il y a un article qui est récemment paru de vos collègues de Blast qui était intitulé Paris Saint-Germain, le cheval de Troie du Qatar en France, et qui revenait notamment sur un certain nombre de développements du dossier de M. Ben Abderrahmane et qui tendait à prouver qu'en réalité, cet instrument qu'est le Paris Saint-Germain pour le Qatar est un instrument de soft law qui permet tout simplement, et de soft power, pardon, qui permet tout simplement au Qatar de tisser des liens dans notre pays, liens sur lesquels on peut avoir un certain nombre de choses à dire. Maintenant, comment le Qatar en est arrivé là où il en est, c'est pas forcément à moi d'y répondre, mais c'est un État pétrolier qui, évidemment, a pu, de par cette singularité qui est la sienne, jouer sur le plan international un rôle d'arbitre, parfois dans des conflits, et puis également un rôle de réservoir pour un certain nombre d'autres pays, parce que quand on est un État gazier ou pétrolier, on a effectivement des entrées un peu plus simples. Alors, il faut savoir aussi que c'est M. Jacques Chirac qui, le premier, a reconnu le pays. Alors, je ne sais pas, comment se fait-il qu'il l'a reconnu, qu'il a reconnu le père du chef d'État actuel? Bon, ça, je ne sais pas. J'ai une anecdote, je vais la raconter, parce qu'ici, on est transparent. J'ai été attaché parlementaire au Sénat pour un sénateur de Seine-Saint-Denis entre 2008 et 2014. En 2007-2008, le Qatar voulait déjà s'implanter en France et dans les banlieues françaises. Il avait créé à l'époque ce qu'il appelait un fonds souverain, je ne sais pas exactement ce que c'est, d'investissement, un fonds d'investissement pour la Seine-Saint-Denis. Et comme je travaillais pour ce sénateur de Seine-Saint-Denis, et que c'était des grands élus de Seine-Saint-Denis qui devaient gérer ce fonds, et que j'étais collaborateur d'un grand élu, eh bien, j'étais au moins un an avec mon sénateur, très souvent invité à l'ambassade du Qatar, avec Madame Dati et compagnie. Bon. Ce fonds était valorisé à l'époque à 50 millions d'euros, et ce fonds avait pour objectif de trouver un futur Zuckerberg de Seine-Saint-Denis. Bon. Et manque de bol, ils ne l'ont pas trouvé, déjà. Bon, et parce qu'on recevait des dossiers, je me rappelle, je recevais au bureau, c'était pas des dossiers pour créer Facebook, Twitter ou Microsoft, c'était des dossiers qui demandaient 10 000 euros pour changer le frigo d'un kebab ou d'une boulangerie. Et c'est vrai, hein, pour le coup, c'est... Ce qui est légitime. Voilà, parce que c'est très légitime, mais bon, c'est pas l'objectif. Hein. Et alors, je sais... Bon, après, donc du coup, nous, on avait laissé tomber. Et je sais que ça avait créé après un petit scandale sous M. Hollande. Et M. Montebourg avait repris l'affaire. Je crois qu'il avait interdit à ce fonds d'exister et tout s'est arrêté. Mais en tout cas, déjà, 2007-2008, le Qatar cherchait à s'implanter dans les banlieues françaises, en tout cas. Pourquoi? Est-ce qu'il y a peut-être une proximité? J'en sais rien. En tout cas, c'était ainsi. Voilà. Donc, c'était déjà avant le PSG. Mais c'est vrai que le PSG a permis une résonance de communication. Oui, c'est un instrument de communication formidable. En réalité, le Paris Saint-Germain a toujours été utilisé. C'est l'un des joyaux, j'allais dire, de la couronne qatari. En réalité, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les affaires qui écornent aujourd'hui l'image du Qatar, et j'en ai rappelé quelques-unes, il y en a beaucoup aujourd'hui. Ça fait beaucoup pour un seul État. Sont, je crois... à peu près le pire qui pouvait arriver à un État comme l'État du Qatar. Pourquoi ? Parce que quand vous basez votre communication à l'international sur une image lisse,
sur une image de possibilité d'être fréquenté par tout le monde et sur une image qui vend une forme de transparence, eh bien lorsqu'on vient en réalité mettre au clair certaines exactions, pour ne parler que du cas de M. Ben Abderrahmane, des violations des droits de l'homme absolument lamentables, eh bien évidemment qu'on écorne cette espèce d'image vendue à l'international. Justement, racontez-nous l'histoire de M. Tayeb Ben Abderrahmane. Alors, l'histoire de M. Ben Abderrahmane, vous avez dit qu'il avait travaillé pour Nasser al-Khelaifi. En réalité, il n'a pas travaillé pour lui. M. Ben Abderrahmane est un homme d'affaires français qui a été élevé à Gennevilliers, qui a fait une bonne partie de sa carrière sous les ordres de la République, qui a gravi les échelons, et puis qui a eu des fonctions auprès d'un certain nombre de décideurs politiques. Dans le cadre de ces fonctions, il a un jour été amené à rencontrer le président du Paris Saint-Germain, Nasser al-Khelaifi, à une époque où le Qatar avait besoin d'exposition, on va dire, positive à l'international. C'est-à-dire que ses qualités de lobbyiste étaient en réalité recommandées aux autorités du Qatar pour que, dans le cadre de ce qui était le blocus entre le Qatar et l'Arabie Saoudite à cette époque-là, eh bien, l'image du Qatar puisse, disons, surnager. C'est comme ça, en réalité, que M. Ben Abderrahmane va rencontrer Nasser al-Khelaifi. Et puis, au gré des succès qui sont les siens, parce que c'est un homme compétent, eh bien, il va être recruté en 2018-2019 par le Comité des droits de l'homme, ce qui est malheureusement à la fois drôle et tragique, du Qatar, qui est à cette époque-là dirigé par le docteur, celui qu'on appelle le docteur Ali, qui est en réalité à cette époque-là à la fois ministre et puis président du NHRC. Ce qui va arriver à M. Ben Abderrahmane, c'est que, alors qu'il se trouvait le 13 janvier 2020 sur un cours de tennis, en train de s'entraîner, il va voir débarquer des vannes, sirènes hurlantes, qui vont s'arrêter à proximité du cours, vont en descendre des hommes cagoulés, armés, qui vont lui mettre une cagoule sur la tête, l'embarquer de force dans une détention, dans un lieu de détention secret, et puis il va être torturé pendant un certain nombre de jours. Alors il y a des tortures qui vont être psychologiques au départ. On va le laisser debout face à un mur pendant des heures et des heures jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. On va l'installer dans une cellule absolument dégueulasse qui fait 2 mètres carrés sans possibilité pour lui de se reposer, avec des cris qu'il entend dans les cellules avoisinantes. Tout ça pour le conditionner. Le conditionner à révéler ce que les autorités du Qatar pensaient à cette époque-là qu'ils savaient, c'est-à-dire que les autorités qataries, à ce moment-là, le soupçonnaient de détenir des éléments compromettants pour l'État et la sûreté du Qatar dans le cadre de ce fameux dossier d'attribution de la Coupe du Monde 2022 à l'État du Qatar et ces soupçons de corruption, disons-le, qui vont entraîner en réalité ce traitement de M. Ben Abderrahmane, qui va donc être détenu sans droit ni titre, sans avocat, sans interprète, sans capacité de prévenir les autorités consulaires de notre pays, qui vont heureusement être un jour, le 10 mars 2020, mises au parfum, si j'ose dire, par l'un de vos confrères qui travaillait à l'époque, qui s'appelle M. Baudouin et Chapas, qui va alerter le Quai d'Orsay. Et à ce moment-là, on n'a aucune réaction, aucune. Du Quai d'Orsay. Aucune réaction du Quai d'Orsay. La presse, mais également des éléments que nous avons pu obtenir par un certain nombre de lanceurs d'alerte, démontrent que cette information a bien été transmise, à qui de droit, à la bonne direction au Quai d'Orsay. Pour autant, personne n'a bougé. Personne n'a bougé parce que le Qatar est un allié avec lequel on doit traiter différemment. Et M. Ben Abderrahmane va devoir son salut. La seule raison pour laquelle M. Ben Abderrahmane n'est pas devenu le Jamal Khashoggi du Qatar, c'est tout simplement parce que sa famille, qui a été menacée, qui a fait l'objet de pressions absolument infâmes de la part des autorités, eh bien sa famille a remis aux autorités qataries ce qu'elle demandait, c'est-à-dire l'intégralité de la vie professionnelle, toute la substance professionnelle de M. Ben Abderrahmane depuis des années, tous les contacts qu'il avait, tous les documents qu'il avait pu glaner, pour faire, si vous voulez, une sorte de check-up et vérifier si oui ou non, il avait des éléments susceptibles de compromettre les autorités qataries. Et ce n'est qu'après avoir vidé cet homme de sa substance, et puis l'avoir vidé aussi quelque part physiquement, qu'il va être libéré, le 1er juillet 2020, et que 10 jours plus tard, il va devoir, sous la contrainte, dans un hôtel à Doha,
sachant qu'il n'a pas le droit de sortir à ce moment-là du territoire national, il ne peut pas rentrer en France, il va être contraint de signer un accord de confidentialité qui l'oppose au président du Paris Saint-Germain, au terme duquel il a une interdiction formelle de parler de ce qu'il s'est passé, sous peine de devoir 5 millions d'euros à Nasser Al-Khelaifi. Voilà les méthodes qui sont celles employées par le Qatar, et en tout cas celles qui ont été employées dans le cas ce sont des méthodes qu'ils utilisent souvent, ou c'est arrivé, parce que, je ne vais pas être l'avocat de l'État français, de Qatar, pardon, mais l'État français parfois aussi utilise ses barbouzes, ou il fait des choses qui ne sont pas très belles. Hein. C'est une évidence aujourd'hui, pour avoir à connaître de dossiers qui impliquent l'État français par ailleurs, c'est une évidence qu'il y a une opacité dans le monde du renseignement, mais dans le monde du renseignement global. Ça n'est pas qu'en France, pas qu'au Qatar, il y a évidemment cette opacité-là. Ce qui est plus dérangeant, dans le cas de M. Ben Abderrahmane, au-delà du calvaire absolu que cet homme a subi, et qui fait l'objet aujourd'hui d'enquêtes en France, à l'international, et qui, je l'espère, aboutiront à une condamnation ferme des autorités du Qatar et de tous les responsables des faits qu'il a subis. Eh bien, au-delà de ça, ce qui questionne pour nous, citoyens français, c'est le silence absolu des autorités françaises à l'époque où M. Ben Abderrahmane se trouvait détenu, mais depuis. Je voudrais juste rappeler une chose. M. Ben Abderrahmane, lorsqu'il est rentré du Qatar, la première réaction qu'il a eue, c'est de vouloir parler, de vouloir témoigner, de vouloir dire ce qu'il s'était passé. Tout simplement parce qu'il est comme ça, premièrement, et puis aussi parce que c'est un citoyen français et qu'il avait cette naïveté de croire que les autorités allaient l'aider. Il en a été dissuadé par un certain nombre de gens qui sont aujourd'hui, on va dire, dans les phares de la justice, et je laisse la justice faire son travail là-dessus, mais il en a été empêché. Et puis petit à petit, lorsque son affaire s'est ébruitée, grâce, là encore, au travail de journalistes, de lanceurs d'alerte, d'un certain nombre de gens qui ont eu le courage de parler, eh bien, il y a une réponse des autorités du Qatar qui, je crois, dit absolument tout de la façon dont ce pays considère les droits de l'homme. Je vous donne juste une anecdote, je ne veux pas accaparer tout le temps de parole, mais en réalité, M. Ben Abderrahmane, lorsque l'annonce de l'ouverture de l'information judiciaire sur sa plainte pour torture, séquestration, enlèvement et j'en passe, est annoncée dans la presse, nous sommes le 27 février 2023. Le lendemain, le 28 février 2023, la Sûreté de l'État du Qatar va décider de judiciariser, c'est-à-dire de sortir du giron du renseignement toute la détention et tout ce qui a été subi par M. Ben Abderrahmane pour la mettre entre les mains de la justice qatari et pour en faire une procédure accusatoire à l'encontre de Taïeb Ben Abderrahmane, en l'accusant d'espionnage, je vous passe les qualifications juridiques, en l'accusant d'espionnage, aux côtés de 2 autres personnes pour la forme, et qui vont aboutir à l'issue d'une enquête de 9 jours, qui est basée sur le témoignage de 2 témoins anonymes, qui sont en réalité des membres de la Sûreté de l'État du Qatar, c'est-à-dire des membres des renseignements qataris, et sur la base de l'exploitation de ces supports personnels, eh bien, en 9 jours, on va renvoyer M. Ben Abderrahmane devant le tribunal criminel de Doha, et 1 mois après, à l'issue d'un procès où il ne se sera pas défendu, tout simplement parce qu'il ne le pouvait pas, parce qu'il a été privé de l'intégralité de ses droits, eh bien, M. Ben Abderrahmane va être condamné à mort. Condamné à mort au Qatar, ça veut dire qu'on vous fusille. Ça veut dire qu'on vous fusille, alors, le texte qui est employé par les autorités qataries, c'est jusqu'à ce que mort s'en suive. Voilà la réaction des autorités du Qatar lorsque on a l'outrecuidance, comme c'est le cas de M. Ben Abderrahmane, de parler et de dénoncer des faits. Je crois que ce dossier-là est absolument symptomatique, d'abord du courage de cet homme, il faut le dire, mais également de la façon qu'ont les autorités qataries de voir le monde. Est-ce qu'il a pu refaire sa vie Alors, on ne refait jamais vraiment sa vie quand on a subi ces choses-là. On la change. Monsieur Ben Abderrahmane, c'est un père de famille, c'est un homme d'affaires, c'est un travailleur, il a travaillé toute sa vie. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, a une optique de justice qui l'amène à être extrêmement concentré, et je trouve ça, d'ailleurs, tout à fait louable, sur sa défense. Nous tiendrons à Genève, à Paris, mais également à Washington, le 30 octobre à Paris et le 12 novembre à Washington, nous tiendrons une conférence de presse internationale suite aux révélations récentes d'un lanceur d'alerte qui, nous l'espérons,
ne sera pas poursuivi, voire pire, par les autorités du Qatar s'il venait à être découvert, parce que ce lanceur d'alerte a permis très récemment de démontrer, et nous avons produit ces éléments devant la justice française, mais également devant le tribunal arbitral de Washington, qui démontrent que les procès-verbaux, les documents juridiques qui ont servi à la condamnation à mort de Tayeb Ben Abderrahmane sont faux. Et un élément aussi là-dessus, Monsieur Ben Abderrahmane a été entendu à l'ONU cet été dans le cadre d'une commission permanente contre la torture et dans le cadre d'une autre commission a été interrogé un juge qui aurait été supposément celui qui aurait mené les investigations, qui aurait dirigé l'enquête et qui aurait condamné Monsieur Ben Abderrahmane. Eh bien, figurez-vous que lorsqu'on a posé la question à ce juge de savoir ce qu'il pensait de ce dossier, il a dit qu'il ne le connaissait pas et qu'il ne savait pas de quel dossier on parlait. Voilà l'état, aujourd'hui, des droits de l'homme au Qatar. Vous savez, je vais vous dire, c'est dramatique ce qui arrive à votre client. Ce qui est encore plus dramatique, c'est la façon dont l'État français traite ses ressortissants. Je doute que le Qatar se serait permis ça s'il avait été américain. Je vous dis très sincèrement, j'en suis persuadé. Moi, je n'ai pas les capacités de vous répondre, ce que je constate, puisque avec mes petits bras d'avocat... Leurs ministres d'Affaires étrangères sont plus, plus efficaces. Il y a peut-être aussi une question de ce qu'est la diplomatie française et du fantasme sur lequel elle vit. Je crois que notre pays vit sur un certain nombre de fantasmes, et sur le premier d'entre eux étant de croire que nous serions le pays des droits de l'homme, alors que nous sommes le pays de sa déclaration, et ça change tout. Mais je crois que oui, il est certain que la responsabilité des autorités françaises dans ce dossier sera mise en cause par nos soins. Nous travaillons actuellement évidemment à ces problématiques juridiques-là, mais il est certain que c'est absolument lamentable de constater que vous ou moi, si nous avions un jour un problème dans un État étranger, eh bien, j'ose espérer que ce ne serait pas un État qui serait celui du Qatar. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.